Yaorana, bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles actualités. Au sommaire ce soir, retour sur les bancs de l'école pour les professeurs. À la veille de la rentrée scolaire, une partie du personnel éducatif de la côte ouest a pu exprimer ses doléances. Préoccupation principale, le manque de moyens dans les écoles. Le point sur la situation au début de ce journal. L'activité des pêcheurs de Punaauia menacée après les fortes houles de ces derniers jours. 90% du ponton qui mène à leur embarcation a été détruit. Nous irons auprès de l'association Tabari'i Ravaei qui exprime ses inquiétudes ce soir. Attention aux arnaques en ligne, elles se multiplient. Des escroqueries liées aux NFT, notamment ces actifs numériques. Dernière cible en date, une artiste du Whenua. Son témoignage à retrouver dans ce journal. Et puis, pas de surf aujourd'hui, mais du sport traditionnel à Te Ahupu'o. Les Tuaro Maori s'invitent à la Tahiti Pro, l'occasion d'animer les journées de waiting period pour le plus grand plaisir des touristes et des habitants. Ce sont donc plus de 180 professeurs des écoles et directeurs d'établissements qui se sont réunis donc ce matin à Paea en cette veille de rentrée scolaire. Le personnel éducatif de la côte ouest a pu faire part de ses doléances, des réalités qu'ils vivent sur le terrain, doléances qui ont été entendues par le ministre de l'Éducation. On voit cela avec Nicolas Pérez et Matai Horei. La salle Manuiti de Paea s'est transformée le temps d'une matinée en salle des professeurs à la veille de cette nouvelle rentrée. Une rencontre annuelle qui permet de faire le point sur le quotidien des 190 personnels éducatifs issus des 16 établissements scolaires de la circonscription 7. Ce territoire qui englobe les communes de Paea, Papara et Tevaiuta n'est pas épargné par la fermeture des classes due à la baisse des naissances sur le Whenua. Effectivement, c'est une question qui est complexe puisque nous avons de moins en moins d'élèves dans nos classes, ce qui entraîne des fermetures dans certaines écoles et mécaniquement une augmentation dans les classes qui restent. À nous de trouver des solutions par des moyens externes, par des moyens supplémentaires, comme des surnuméraires qu'on aura à disposition, comme des mobiles pour intervenir auprès des équipes ou avec clairement un groupe d'enseignants qui puisse se déplacer pour intervenir dans des situations très particulières. Autre dossier délicat, celui de la prise en charge et de l'intégration d'enfants porteurs de handicap. Là encore, le personnel vient à manquer. Il faut aller les chercher ces moyens, il faut faire des équipes éducatives, il faut faire des équipes de suivi et c'est tous ces partenaires-là. Nous avons déjà la chance d'avoir au sein de nos équipes un groupe de spécialistes, le DAZ, qui nous aide déjà. Mais au-delà de ça, on a besoin d'autres accompagnements médicaux, etc. et qui nécessitent bien sûr de faire d'autres réunions. Voilà. Quant à l'impact des nouveaux rythmes scolaires appliqués l'an dernier, les enseignants sont unanimes. Si on prend un peu de recul, cela nous a permis d'avoir du temps pour nous puisque sur les 27 heures initialement que nous prenions uniquement pour les élèves, 3 heures ont été dévolues aux enseignants pour pouvoir réfléchir aux actions pédagogiques. Donc c'était un plus pour nous. Dans cette circonscription de la côte ouest de Tahiti, près de 3800 élèves du premier degré prendront dès mercredi le chemin de l'école, soit une moyenne de 24 élèves par classe. Et à Taha'a, sachez que la rentrée scolaire ne s'annonce pas comme prévu. Une partie des trucks transportant les enfants n'a pas reçu l'autorisation de rouler. En cause, la vétusté des véhicules. Résultat, place à la débrouille pour les parents d'élèves. Le point sur la situation, c'est avec Jessica Doucet. La sentence est tombée mercredi pour Norbert et Mataru. Sur ces 3 trucks affectés au transport scolaire, pas un seul ne pourra reprendre la route. En cause, un contrôle technique défavorable. La visite technique nous a été refusée, tout simplement parce qu'il y a des fuites d'air, des problèmes de jeu dans la direction. L'usine ne fabrique plus ces pièces-là, comme ça fait quand même 40 ans ces trucks-là qui sont toujours là. Et du coup, maintenant, on ne fabrique plus ces pièces.
Et il ne serait pas le seul dans ce cas. Sur les 9 trucks qui sillonnent habituellement l'île, 6 seraient immobilisés. Résultat, sur les 1000 élèves que compte Tahaa, plus de la moitié risquent d'être privés de transport dès demain. Les parents d'élèves tentent de s'organiser dans l'urgence. Nous, ça va, on est à côté, on peut encore venir à pied ou à vélo. Pour les secteurs plus loin comme Rahaï, il y a des solutions? Il faut peut-être faire des covoiturages, que les parents s'unissent déjà pour venir à l'école, pour emmener leurs enfants à l'école. Parce que vraiment, c'est un gros problème qu'on a déjà rencontré depuis l'année dernière et encore cette année. À Tahaa, le problème n'est pas nouveau. Chaque année, les contrôles techniques alertent sur la nécessité de remettre ces trucks aux normes. L'an dernier, une dérogation avait même été accordée à condition de réaliser les réparations. Reste à savoir si ces travaux ont bien été faits. Ça n'a rien donné. J'ai déjà prévenu la DG2E depuis le mois d'avril, comme on avait eu des problèmes sur nos véhicules. Bon, ils nous ont proposé de créer une société. Après, normalement, ils vont lancer un marché public dont tout le monde peut répondre. Si jamais on a le marché, ça nous permettra d'envoyer le marché public à la banque pour qu'ils puissent nous financer pour pouvoir commander des véhicules neufs. Maintenant, on n'attend plus que le marché public. De son côté, la municipalité assure chercher des solutions, mais dans les rangs des transporteurs, on redoute que cette situation profite à des exploitants venus de l'extérieur, prêts à s'implanter sur l'île à la faveur de cette pénurie. En attendant, la rentrée se fera avec un sérieux goût d'improvisation. Et voilà ce que l'on pouvait dire ce soir en cette veille de rentrée scolaire. Vive inquiétude maintenant du côté de l'association de pêcheurs Tamari'i Ravaei no Puna'auia. Depuis les fortes houles, une vingtaine d'entre eux voient leur activité menacée. En cause, la destruction partielle du ponton qui mène à leur embarcation. On fait le point avec Jeanne Tinoroua et Naya Bennett. La première houle était cassée jusqu'ici. Voici ce qu'il reste de la partie droite du ponton de l'association Tamari'i Ravaei no Puna'auia. Plantés dans le sable, quelques poteaux sont encore là. Sur la plage, on trouve les restes de l'armature où les pêcheurs suspendaient leurs prises. La houle qui a frappé la côte ouest de Tahiti à 2 reprises a eu raison de la structure. La situation aujourd'hui, c'est qu'on a un quai qui est, on ne va pas dire impraticable, parce qu'on essaye toujours de compléter les choses. Donc le quai, il est cassé à 90%. Donc on a mis des planches qui ont été faites ce week-end pour que les pêcheurs puissent toujours utiliser leurs bateaux. Ils sont près d'une vingtaine, pêcheurs hauturiers et lagonaires, à emprunter ce ponton pour remonter leur prise à terre. 30 ans aussi qu'ils réclament la régularisation de leur situation administrative. Le terrain qu'on occupe appartient au territoire et géré par la DAF. Et on n'a pas justement de concession maritime qui nous donne l'occasion d'être en règle, quoi. On a touché plusieurs personnes au service de la pêche. Ils nous ont bien précisé que pour l'instant, ce n'est pas de leur ressort, parce que justement, le terrain n'est pas du ressort de la DRM. Voilà. Parce que si on n'avait pas le ponton, on serait obligé de prendre le poisson et puis de l'amener à pied sur le quai. Dans l'attente d'une réponse favorable, les pêcheurs comptent désormais sur la solidarité pour lancer les travaux de rénovation avant l'arrivée d'une nouvelle forte houle attendue dans les prochains jours. Voilà, l'appel à la solidarité est donc lancé pour ces pêcheurs de Puna'auia. Le ministre de l'Équipement appelle à la patience après le mécontentement des transporteurs de Rayatea. Ces derniers ont en effet exprimé leur inquiétude sur le chantier du futur rond-point en cours de construction sur l'île. En cause, une chaussée jugée trop étroite, rendant les manœuvres complexes pour les camions et les convois exceptionnels. Réponse du ministre de l'Équipement, le chantier n'est pas achevé. On écoute Jordi Chan au micro de Mereteato. Il faut attendre la fin des travaux avant de tester et de juger de la pertinence des travaux. Ce qu'on a prévu depuis le début du projet, c'est d'aménager un giratoire qui soit franchissable pour tout type de véhicules, que ce soit les véhicules légers, les poids lourds, mais également les convois exceptionnels. Donc on a prévu d'ici la fin août de terminer les travaux et de rajouter des enrobés aux abords de l'îlot qui a aujourd'hui été construit, de façon à permettre
de garder uniquement 2 cm d'épaisseur entre le giratoire et la chaussée. Ça permettra, comme je le disais, de rendre le giratoire franchissable. C'est ce qu'on a prévu depuis le début du projet et c'est ce qu'on va faire. Maintenant, ce que j'invite vis-à-vis de la démarche qui a été adoptée, j'invite les transporteurs à consulter la direction de l'équipement avant de publier du contenu sur les réseaux à vocation polémique, afin que tout le monde puisse économiser du temps et de l'énergie par rapport au projet qu'on mène. Les artistes du Fénois, victimes d'arnaque en ligne. Une dessinatrice de Polynésie en a fait les frais. Elle a été la cible d'une escroquerie en lien avec l'univers des NFT, ces objets numériques. Explications et témoignages dans ce reportage signé Manon Kemounbaye et Désiré Teivao. Artiste à ses heures perdues, Maëlle dessine et poste ses œuvres sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, une personne prétendant travailler pour une galerie d'art en Angleterre la contacte. Elle aimait beaucoup mes dessins, elle voulait me les acheter. Donc j'ai répondu à son mail et elle m'a répondu qu'elle voulait acheter en NFT. Donc je lui ai expliqué que je savais pas faire, je connaissais le nom mais je connaissais pas la procédure. Et du coup on a basculé sur WhatsApp et elle m'a guidée pas à pas pour monter mon portefeuille électronique, l'alimenter, acheter des Ethereum et monter mon œuvre sur une plateforme qui s'appelle Art Safe Trade. Et donc quand j'ai consulté en fait le site, je trouvais bien quoi. J'ai pas eu de doute. Une NFT est un actif numérique fonctionnant sur la blockchain comme les crypto-monnaies. Si certains artistes du Fénois sont adeptes à la technique, elle reste encore floue pour beaucoup. Lorsque Maëlle doit débourser plus de 30 000 francs pacifiques pour créer son NFT, elle ne réalise pas tout de suite qu'elle est en train de se faire avoir. Et là où j'ai commencé à douter, c'est quand j'ai monté une première œuvre et qu'elle m'a dit « Ah, mais il faut en monter 5 pour que je puisse acheter. » Donc là, j'ai contacté la DGEN qui m'a répondu que c'était pas dans leur mission et qui m'a réorienté vers Helmut Banner. Le fondateur d'Innovox n'a aucun doute. Maëlle s'est bel et bien faite arnaquer. C'est-à-dire que autant si vous débutez dans le secteur, évidemment, et c'est normal, on est tous passés par là, il y a de la finance, il y a de la technologie, il y a des mots compliqués, il y a des anglicismes, c'est pas simple. Par contre, pour un spécialiste ou juste quelqu'un d'un petit peu solide sur le domaine, 99,9% des arnaques sautent aux yeux immédiatement. Monsieur Peuillot est avocat dans le numérique. Il reçoit de plus en plus de clients victimes d'arnaques en ligne. Je pense que le premier réflexe que toute personne devrait avoir, quel que soit le projet, que ce soit un projet numérique, NFT ou un projet immobilier ou quel qu'il soit, c'est d'abord se renseigner. Qui me contacte? Qui est-ce? Est-ce que cette personne existe? Où elle se situe? Localement, en métropole, à l'étranger? Ensuite, leur référence. Qu'ont-ils fait par le passé? Si c'est une galerie qui se prétend être galerie, qui a fait exposer ou vendre ou fait la promotion de nombreuses œuvres, à ce moment-là, il faut se demander où ils sont immatriculés, est-ce qu'ils existent, comment ça fonctionne, quels artistes ont été valorisés. Quel que soit le projet, que ce soit un projet réel ou un projet qui se trouve être une arnaque, il ne faut pas hésiter à documenter tout ce que l'on fait, avoir des preuves. Et si vous êtes artiste et souhaitez vraiment vous lancer dans l'univers des NFT, une seule directive, bien se renseigner. L'excellente nouvelle, c'est qu'il est parfaitement possible de se former en autodidacte sur le sujet des NFT. Pour ce faire, on va aller consulter de bonnes sources d'informations sur Internet. On va passer par typiquement des sites spécialisés sur la crypto et le Web3 de référence. L'essentiel étant, comme le reste, de ne pas se contenter d'une seule source d'information, de recouper et de convenir qu'au début, ça va vous sembler un petit peu compliqué. Pour Maëlle, les chances de récupérer son argent sont minces. Elle a déposé une plainte en ligne via la plateforme nationale Thésée et espère que son histoire servira d'avertissement à d'autres. Je vous le disais en titre, les Tuaro Maori se sont invités à la Tahiti Pro. Une première pour cet événement. Les professionnels de la discipline ont profité de la waiting period pour s'affronter dans 3 disciplines sous le regard admiratif des touristes et des habitants. Hoanui Atuahiva était sur place, commentaire signé Moya Pierron. Les 4 grands quartiers de la commune, Uupa, Urihe, Teiariari et Toamaere s'affrontent. Et c'est l'épreuve de décortiquage de coco qui lance les hostilités. 21 équipes sont en concours
Et chacune doit décortiquer et râper les cocos avant d'en extraire le lait. 15 noix pour les femmes et 20 pour les hommes. Et c'est le quartier Ourié qui l'emporte chez les dames. Pour montrer que nous sommes capables et puis nous faisons partie du Nunama. Nous n'avons pas fait de préparation, c'est sur le tas que nous avons fait. Cet événement très apprécié est l'occasion pour les participants de représenter fièrement leur quartier, mais aussi de se remémorer les gestes appris des anciens. De se retrouver devant ces épreuves-là, du coup on se dit que j'ai bien fait d'apprendre avec mon grand-père, c'était plus avec mon grand-père de Taupo qui nous a quittés malheureusement. Mais ouais, en fait ça sert beaucoup. Et là j'ai vu qu'il y avait plusieurs jeunes aussi à côté qui regardaient, j'espère que ça va les motiver, les encourager. Des porteurs de fruits de tout âge sont alignés sur la ligne de départ. Les champions, Jaylon et Keroni, du quartier Ououpa, raflent la victoire chez les plus jeunes. J'ai envoyé tout ce que j'avais et j'ai gagné premier. Vous êtes entraîné pour cette course? Carrément, ouais, carrément, j'ai bien entraîné. Les coureurs confirmés étaient aussi au rendez-vous, à l'image de Veimiti Maoni, qui enchaîne la course de porteurs de fruits et celle de VA, profitant de cette opportunité pour s'entraîner pour les prochains championnats du monde qui l'attendent au Brésil. Ça fait du bien de venir se ressourcer avant le départ pour ces championnats du monde. J'essaie de participer aux courses de porteurs de fruits quand mon emploi du temps le permet et vu que ça se passe un dimanche et dans ma commune, étant originaire de Chopo, donc j'en ai profité pour venir participer pour le fun avec les filles d'ici. Cette première édition du Heiva Ete Arupo ne sera certainement pas la dernière, à en juger par les sourires sur les visages. Voilà, et c'est ainsi que s'achève ce journal à suivre. Initiative Fais-nous le MAG, à 19h25, l'émission Nos différences avec le portrait de Rebecca Tehahe. Juste après, retrouver la série HPI. Enfin, enquête exclusive s'intéresse ce soir à ces nouveaux médicaments qui font maigrir. Très belle soirée à tous, excellent début de semaine et surtout, très bonne rentrée à tous nos élèves. À demain pour de nouvelles informations. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.